ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. For those of you who have arrived, thank you so much. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Prenez place pour ceux qui ne sont pas encore assis. Alors, je voudrais vous saluer encore une fois. Je crois que nous sommes très enthousiastes par rapport à l'avenir du continent. Bonjour à tous encore une fois. Génial. Un bon accueil balinaire. Je m'appelle Gogoletu Mpupi. Je travaille comme journaliste à CNBC en Afrique du Sud et je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation. Vous savez que lors des réunions de printemps et les réunions annuelles, cette session a beaucoup d'importance. Nous réfléchissons aux influences économiques et les occasions qui s'offrent au continent africain et qui ont un impact sur sa croissance. Nous avons avec nous le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale qui va présider cette occasion et nous allons aussi examiner le numéro 18 de Africa Pulse qui fait un aperçu général sur la région et présente les États, les parties prenantes qui vont avoir un impact sur le continent dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous mettons l'accent à des discussions importantes pour nous tous. Alors, je vous salue avec beaucoup d'enthousiasme et j'aimerais que cet enthousiasme s'emprunte sur toute la manifestation. Nous voudrions compter sur votre participation active. Nous avons aussi un streaming de cette manifestation et donc les gens nous suivent à travers le monde. Et puis, je vous rappelle, votre téléphone portable, d'abord mettez-le sur silence, s'il vous plaît, mais n'hésitez pas à l'utiliser pour partager ce qui se passe ici, l'Afrique qui prend son élan, et partager ce dont nous discutons aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique. Vous verrez sur votre siège une carte, une clé USB, pardon, sur laquelle vous allez trouver le tout dernier rapport des politiques pays et de l'évaluation institutionnelle de l'Afrique. N'hésitez pas à compulser ce document. Bien évidemment, vous savez qu'il y a eu des changements récents dans plusieurs pays, l'Angola, le Zimbabwe. Il y a des réformes structurelles politiques qui se poursuivent dans des pays tels que le Mozambique et la Zambie. Et ceci nous montre qu'il y a quelque chose dans ce continent qui garde toute sa résilience. Ce continent continue de produire des choses et reste agile. Mais les ressources les plus importantes, les plus résilientes de ce continent, c'est sa population. La population qui est composée essentiellement de jeunes en dessous de l'âge de 35 ans. Mais comment tirer avantage de ce capital humain pour impulser la productivité et mettre en place des économies compétitives en Afrique? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui avec le rapport Africa Pulse et nous allons aussi écouter des réussites, des idées sur le développement du capital humain en Afrique, savoir comment les gouvernements essayent d'alléger les tensions qui se pèsent sur les jeunes en Afrique pour développer leur économie. Je ne sais pas combien de personnes ici ont moins de 35 ans, mais même si vous avez un peu plus de 35 ans, vous pouvez toujours contribuer à cet échange. Donc, poursuivons cet échange, participez pleinement. Mais pour commencer, et pour nous donner le contexte, expliquer l'importance du développement du capital humain sur le continent africain, je voudrais accueillir le nouveau vice-président Afrique, M. Hafez Ghanem. Thank you very, very much.
Merci et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici devant vous pour la première fois en tant que vice-président Afrique de la Banque mondiale. Je voudrais commencer en remerciant les membres du panel qui vont bientôt prendre place. Son Excellence, Madame la ministre Kane Diallo de la Guinée, Son Excellence Aden Abdurahmane Bele, ministre de la Somalie, Dr Yvonne Mbou, fondatrice et PDG de Nextcali, et bien évidemment mon collègue économiste en chef pour la région Afrique, Albert Zoifak. Alors, nous avons un panel d'éminentes personnalités et donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, moi, mais j'ai quelques réflexions à partager avec vous. Vous allez voir lorsque nous allons parler de l'état de la région aujourd'hui que la croissance économique de l'Afrique pour 2018 est estimée à 2,7%. C'est mieux que l'année dernière, où nous avons connu une croissance de 2,3%, certes. Mais est-ce que cela suffit? La croissance africaine et la réduction de la pauvreté sur ce continent sont trop lentes, à mon avis. Le nombre de pauvres absolus en Afrique est donc passé de 280 millions à 410 millions depuis les 25 dernières années. Cela veut dire que malgré notre croissance, malgré une réduction du taux de pauvreté, le nombre absolu de pauvres, de personnes pauvres en Afrique ne fait qu'augmenter. Et pour moi, ceci n'est pas acceptable. Je pense que nous devons être plus ambitieux. Notre ambition doit être de réduire de manière significative le nombre de pauvres en Afrique et d'éliminer la pauvreté en Afrique. Alors, comment atteindre cette ambition? Je crois qu'il existe 4 domaines qui devraient recueillir notre attention. L'un de ces domaines, et qui est un des thèmes les plus importants des réunions annuelles de cette année, c'est d'investir mieux et davantage dans nos populations. Deuxième domaine que je voudrais souligner, c'est de sauter des étapes pour emmener l'Afrique dans le 21e siècle et l'économie numérique. Troisième domaine, mieux mobiliser les financements et le savoir-faire du secteur privé pour combler l'écart en infrastructure. Et quatrième domaine, s'attacher à résoudre les conflits, s'attaquer à la fragilité du continent. Je vais commencer avec le premier, l'investissement dans le capital humain. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu dans plusieurs études. Les pays qui arrivent à assurer une croissance économique durable sont les pays qui ont une population saine et capable. Les pays africains étaient trouvés en bas de l'indice de capital humain qui a été lancé cette année en matière de qualité de l'éducation, retard de croissance et la mortalité maternelle et infantile. Pour le pays africain moyen, la productivité pourrait être multipliée par 2,5 grâce à des investissements dans le capital humain. L'index moyen pour l'Afrique de productivité est un peu en dessous de 0,4. Donc, si on passait de 0,4 à 1, vous multipliez votre PIB par travailleur de 2,5. Le système éducatif en Afrique est en crise. Nous avons 50 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Nous avons de faibles taux de finalisation des études et de pauvres résultats de ces enseignements. Donc, l'investissement dans l'éducation est essentiel, et surtout au moment où la technologie change la nature du travail et où les frontières des compétences évoluent. Investir dans l'éducation, ce n'est pas simplement construire des classes et des salles de classe et des écoles. Non.
Investir dans l'éducation, c'est renforcer l'enseignement précoce, renforcer la qualité de l'enseignement pour la science et les mathématiques et changer les méthodes d'enseignement pour développer les compétences, pour résoudre des problèmes, réfléchir de manière créative, etc. Il faut aussi que les enseignants soient plus efficaces et que l'on exige des comptes de la part des écoles en matière de résultats. Les retards de croissance, voilà encore un domaine qui pose problème. Un enfant sur 3 aujourd'hui en Afrique subsaharienne connaît une croissance retardée, plus de 3 fois le taux en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans certains pays, c'est beaucoup plus important. 4 ou 5 enfants sur 10 ont un retard de croissance. Un enfant qui connaît un retard de croissance est un enfant qui ne va jamais développer tout son potentiel, que ce soit physiquement ou mentalement. Cela veut dire donc qu'un tel enfant ne sera jamais capable d'être compétitif sur le marché du travail ou de travailler de manière efficace. La maternité mortelle est au-dessus de 50 pour 10 000 naissances, très élevé, encore le plus élevé au monde. Le taux de mortalité infantile en dessous de 5 ans est également très, très élevé. Donc, nous devons investir davantage. Mais en plus de cela, je voudrais souligner l'importance de s'attaquer au taux de fertilité très élevé, car ces taux de fertilité très élevés expliquent en partie ces résultats. Le taux de fertilité de l'Afrique est plus de 2 fois le taux de l'Asie, c'est-à-dire 4,8 enfants par femme par rapport à 2,5 en Asie, alors que la moyenne mondiale est de 2,4 ou 2,5. Lorsqu'une femme commence à avoir des enfants très jeunes et très rapprochés, eh bien, ceci a un impact sur sa santé, mais également la santé de ses enfants. C'est pour cela que c'est important d'investir dans la santé reproductive pour les enfants et pour les femmes et les filles et l'éducation des filles. Dans le passé, on a toujours pensé que grâce à l'augmentation des niveaux de vie, les taux de fertilité allaient décroître et que les choses allaient s'arranger comme cela. Ce que nous voyons, c'est que nous sommes dans une sorte de cercle vicieux parce que nous avons des taux de fertilité très élevés. Nous avons donc des résultats en matière de santé moins importants, des taux de retard de croissance très élevés et donc une croissance insuffisante pour sortir de la pauvreté et le cercle recommence. Donc nous devons s'attaquer au problème de fertilité très élevée, retard de croissance et l'éducation pour aboutir à une croissance. Deuxième point que je voulais souligner, qui est important pour nous tous, si nous voulons avoir une croissance rapide qui élimine la pauvreté sur notre continent, c'est d'accueillir et saisir à bras-le-corps l'économie numérique. L'Afrique doit sauter des étapes en investissant davantage dans la technologie et l'économie numérique. Mais l'Afrique ne pourra pas tirer avantage de cette économie numérique si l'on fait les choses comme toujours, comme d'habitude. Nous devons faire des choses différemment, nous devons évoluer si nous voulons aboutir à des résultats différents. Je pense que emmener l'Afrique dans l'économie numérique exigera que l'on vise la Lune. Là, je fais référence au projet Apollo 11 où, pour la première fois, l'homme a marché sur la Lune. Lorsque le président Kennedy avait dit qu'on marcherait sur la Lune avant la fin de la décennie, c'était extrêmement ambitieux. Ça semblait inimaginable. La plupart des gens pensaient que ce n'était pas possible. Et je pense que nous devons faire la même chose pour l'économie numérique en Afrique. Nous devons être très ambitieux. Nous devons viser la Lune. Nous devons avoir une vraie vision de connecter chaque Africain à l'Internet, faire en sorte que chaque Africain ait une identité numérique et accès à l'argent mobile, que l'on produise des centaines de milliers d'ingénieurs informatiques chaque année.
L'Afrique doit devenir le nouveau start-up, le continent start-up. C'est ce que j'entends par viser la Lune en matière d'économie numérique. Pour aboutir à ou pour mettre en œuvre cette ambition, il faut le leadership de nos dirigeants politiques. Nous devons avoir un engagement politique de nos dirigeants à travers le continent pour atteindre cet objectif. Mais il faut aussi des mesures dans des domaines spécifiques, l'infrastructure, les compétences, le cadre réglementaire et enfin les plateformes. Tout d'abord, nous devons investir dans notre infrastructure numérique et cela veut dire avoir une connectivité à l'Internet à haut débit avec des points d'échange, l'Internet des objets, les centres de données, investir dans l'informatique en nuage. Sans cette connectivité abordable, l'économie numérique ne deviendra pas une réalité. Donc voilà le premier domaine, infrastructure. Ensuite, nous avons besoin de compétences grâce à notre système éducatif. J'en ai parlé. La plus grande richesse de l'Afrique, ce sont ses jeunes. C'est sa jeune population. Je me suis rendu en visite à Lagos, à Dakar, à Abidjan, à des centres d'incubateurs. J'ai vu des jeunes Africains qui ont beaucoup de compétences numériques, ont beaucoup d'imagination, d'énergie, de volonté d'avancer et de faire des choses remarquables. Et c'est un domaine où nous devons donner la possibilité à ces personnes de faire tout ce qu'ils peuvent pour leur développement. Troisième domaine, c'est le cadre réglementaire, tout particulièrement pour pouvoir saisir toutes les possibilités des transactions financières. J'ai été récemment dans un pays africain, je ne vais pas dire le nom du pays. J'étais avec des jeunes qui avaient mis en place un produit qu'ils vendaient sur l'Internet, mais qui ne pouvaient pas être payés. Ils ne pouvaient pas enregistrer des paiements ou recevoir des paiements à cause de la réglementation financière en place. Donc voilà le genre de choses qu'il faut résoudre et non pas prendre en compte simplement l'environnement habituel des affaires. Et enfin, quatrième domaine, la mise en place de plateformes publiques qui utilisent l'économie numérique pour améliorer les services pour tous les secteurs et pour ainsi renforcer la demande de l'économie numérique. Et je pense à des plateformes telles que des plateformes de gouvernance électronique qui permettent à la population de faire des procédures administratives en ligne, des plateformes telles que des plateformes de services financiers qui utilisent l'Internet et la technologie numérique dans les écoles et pour l'enseignement. Il existe toute une série de domaines où nous pouvons faire bien davantage. Et ce n'est pas impossible. Sauter des étapes dans le domaine numérique est tout à fait possible et nous devons le faire. Je me rappelle lorsque je travaillais sur Maurice, en 2004, il me semble, Maurice était en train de construire ce qu'ils appelaient une ville cyber. Et on se demandait ce que cela voulait dire. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très réussi. Et on en envisage de construire d'autres villes cyber dans tout le pays. Voilà le niveau d'ambition que nous devrions avoir. Voilà ce que nous devrions mettre en place pour véritablement que le 21e siècle devienne le siècle de la Renaissance africaine. Troisième point que je voulais souligner,
D'ailleurs, je devrais revenir, j'ai oublié un aspect de l'économie numérique. Je vois mon collègue de la division agriculture ici. L'agriculture, l'industrie agroalimentaire sont des secteurs très importants pour l'Afrique et c'est un domaine où l'utilisation de nouvelles technologies, l'économie numérique, les smartphones, etc., ont prouvé, l'utilisation de ces technologies a prouvé son utilité. Vous voyez au Kenya une augmentation remarquable de la productivité grâce à l'utilisation de ces technologies et l'économie numérique. Nous devons donc mettre l'accent là-dessus. Je passe maintenant au troisième domaine, c'est-à-dire l'utilisation des financements privés et des investissements pour l'infrastructure. L'Afrique doit mobiliser énormément de ressources pour l'infrastructure. Souvent, dans mes discussions avec mes collègues de la banque ou ailleurs au gouvernement, on me dit, mais si nous allons allouer toutes ces ressources à l'éducation, à la santé, pour développer l'économie numérique, comment faisons-nous pour l'électricité, l'eau, les routes, les aéroports dont nous avons besoin également? Il existe ce déficit en infrastructure. Que faire alors? Eh bien, je pense que c'est un domaine où nous devons essayer de faire bien davantage pour attirer les investissements du secteur privé. Et à travers le continent, nous voyons déjà des sociétés privées qui sont actives dans le domaine de la production de l'énergie, des télécommunications et autres infrastructures, mais nous devons faire davantage. Le groupe Banque mondiale, à travers son approche maximiser les financements pour le développement, va travailler avec vous pour mobiliser des ressources privées nationales et internationales pour l'Afrique. La Société financière internationale, MIGA, c'est-à-dire l'aspect secteur privé de la Banque mondiale, vont continuer à mettre en place des partenariats avec des sociétés privées de toutes dimensions sur le continent, y compris dans les pays fragiles. La Banque mondiale va poursuivre son travail avec ses homologues en Afrique pour améliorer le cadre réglementaire pour le financement privé et l'investissement, pour que la population africaine ait le meilleur retour pour ses investissements en matière d'infrastructure. Certes, l'infrastructure est nécessaire en Afrique, mais ce que nous recherchons, ce sont des façons différentes pour financer ces infrastructures, pour combler ce déficit en matière d'infrastructure. Quatrièmement, nous devons nous attaquer aux conflits et situations de fragilité sur le continent. Le coût de la fragilité est énorme, du Sahel jusqu'au sud de l'Afrique. Les conflits détruisent les infrastructures, détricotent le tissu social et aggravent la pauvreté. Le rapport montre que la pauvreté se concentre dans les pays très fragiles d'Afrique. Il y a corrélation entre fragilité et pauvreté, et cette corrélation est d'autant plus prouvée sur le continent africain. Nous devons lutter contre la pauvreté. Pour ce faire, nous devons nous attaquer aux conflits qui grèvent le continent africain. Les dépenses de sécurité sont certes nécessaires, mais elles sont insuffisantes pour résoudre les conflits sur le continent. Nous devons réfléchir à l'interconnexion entre sécurité et développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de paix durable sans développement. Nous devons poursuivre ces deux stratégies en parallèle, à savoir nous attaquer au moteur de la fragilité, manque d'emploi, fragilité des structures de l'État dans différents domaines et changement climatique. Le changement climatique aggrave les pressions sur les ressources limitées en eau du Sahel et 90% de la superficie du continent a été touchée par
et le lac Tchad a rétréci de 90% au cours de la dernière décennie. Il est important de créer des débouchés professionnels, de l'espoir pour les jeunes, et il est important également de créer des dispositifs de sécurité sociale pour nos jeunes. Nous sommes particulièrement fiers du programme que nous menons en République centrafricaine, qui est un programme à pilotage communautaire qui fournit des services aux communautés touchées par les conflits à la base. Il s'agit vraiment d'un programme favorable à la stabilisation locale. Mesdames et messieurs, en résumé, nous devons nous fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux, une ambition sans précédent parce que l'Afrique a la capacité d'être à la mesure de cette ambition, une ambition qui vise à éliminer la pauvreté dans notre région. Nous ne pouvons pas accepter l'augmentation constante d'année en année de la pauvreté en Afrique. Nous avons le savoir-faire, nous avons les capacités et tout particulièrement, nous avons les personnes nécessaires pour atteindre cet objectif. Si nous nous attachons à travailler sur les 4 points que j'ai mentionnés, je suis convaincue que nous pourrons opérer une véritable révolution sur le continent africain, remodeler la croissance du continent. Le 21e siècle est un siècle de renaissance pour l'Afrique, cela a été dit, je tiens ici à le répéter en conclusion de mon intervention. Merci. Merci pour ces éclairages. Le 21e siècle sera un siècle de renaissance pour l'Afrique, c'est un point essentiel. Malgré les faits, malgré les chiffres, malgré les faits sur le terrain, restons optimistes. Nous sommes convaincus que l'Afrique peut, nous le pouvons, mais nous allons le faire, donc atteindre ses objectifs. Il est important de poser le contexte pour comprendre la réalité sur le terrain et comprendre les facteurs de changement, d'évolution, afin que nous puissions intervenir sur les dynamiques en cours. Et c'est à présent ce que nous allons faire, camper le décor avec le rapport d'évaluation Pulse qui examine la situation de la région sur 2 années. Quels sont les grands moteurs d'influence, quels sont les grands déterminants qui influent sur la croissance en Afrique? Alors, accueillons Monsieur Albert Zoufack, économiste en chef pour l'Afrique du groupe de la Banque mondiale, qui donc va nous aider à resituer le contexte du développement et de la croissance en Afrique. Merci, Monsieur Zoufack. Je vais vous demander de prendre place. Déplaçons les pancartes pour communiquer plus facilement. Asseyons-nous l'un et l'autre face à face. Monsieur, vous voyez le macaron à l'écran, Africa Can. C'est très important pour nous de nous remobiliser et de prendre conscience que nous avons les capacités, nous avons les aptitudes pour apporter le changement. Monsieur Zoufack, nous nous sommes rencontrés plus tôt dans l'année. Nous avons examiné le rapport Pulse Africa, les sources d'espoir, mais nous devons rester réalistes afin d'examiner de manière plus précise comment les dynamiques ont évolué en Afrique. Le PIB a augmenté, la projection d'augmentation du PIB de 3,1% pour l'année 2018. Elle était de 3,1 pour 2018, elle a été rabaissée à 2,7%. Quelle en est la raison? Merci. Gougou, bonjour à tous. Tout d'abord, le message clé du rapport Africa Pulse 2018 est le suivant. L'Afrique est en train de se remettre de la crise de 2016, mais elle le fait à un rythme plus lent que ce qui avait été prévu, anticipé. L'estimation de croissance a été révisée à 2,7% pour 2018, comme vous l'avez dit, 3,3% pour l'exercice 2019 et 3,6% environ pour l'année 2020. Ces projections sont moins optimistes que ce qui était prévu dans le rapport d'avril. Ce qui apparaît clairement à notre niveau et grâce à cet exercice de préparation du Pulse, c'est que
le chemin de la reprise sera semé d'embûches pour l'Afrique. Les décideurs africains n'ont pas le luxe de la complaisance. Il faut boucler la ceinture et s'attendre à un chemin sinueux et chaotique. Deux raisons expliquent les révisions à la baisse de la croissance. Tout d'abord, l'environnement externe est beaucoup plus complexe pour l'Afrique. Et deuxièmement, la croissance est atone dans les trois grands de puissance économique de l'Afrique, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. Au niveau du climat extérieur, de l'environnement externe, signalons que les incertitudes sont de plus en plus nombreuses sur le plan des politiques commerciales. On observe une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et ces incertitudes politiques rajoutent une couche d'incertitude pour la croissance des partenaires commerciaux de l'Afrique. Si la guerre commerciale affecte la croissance chinoise, eh bien, on pourrait observer un fléchissement des exportations de ressources minérales, mais aussi un abaissement de l'aide étrangère et des investissements étrangers en Afrique. La normalisation des politiques monétaires aux États-Unis s'opère à un rythme très soutenu, ce qui amène une appréciation du dollar. Et cela rajoute de la pression sur nos pays, y compris sur le niveau de la dette, qui ne fait que s'accentuer, en particulier pour ce qui est de la dette libellée en monnaie extérieure. Alors, qu'en est-il de nos trois éléphants, le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui représentent plus de la moitié de notre PIB régional? Eh bien, ces pays connaissent une situation compliquée. L'Afrique du Sud est de nouveau en récession. La production pétrolière a baissé au Nigeria et en Angola, ce qui a compensé et a réduit à néant la hausse des cours pétroliers. Voilà pourquoi les projections de croissance ont été revues à la baisse pour les pays africains. Alors, il s'agit là de chocs externes, facteurs exogènes, pensons notamment aux cours pétroliers, mais quels sont les autres facteurs qu'il faut prendre en compte? Avant de passer à ce qui est neuf, nouveau, alors ce tableau assez sombre ne doit pas nous faire oublier que la plupart des pays africains continuent d'enregistrer une croissance soutenue. Le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal continuent d'enregistrer une croissance supérieure à 6% par an. C'est un point qu'il faut absolument signaler. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Nos pays sont confrontés à un nouvel ensemble de risques et nous devons nous armer pour atténuer ces risques. Ces risques viennent de deux évolutions majeures. Tout d'abord, une évolution de la composition des arrivées de capitaux en Afrique et ensuite une modification de la composition de la dette. Pour ce qui est des flux de capitaux, Africa Pulse nous montre que si les investissements étrangers et l'aide extérieure restent élevés, et d'ailleurs les principaux contributeurs aux arrivées de capitaux en Afrique, eh bien les investissements de portefeuille ont enregistré une croissance très nette. Par exemple, au premier trimestre 2018, les pays africains ont émis plus d'euros obligations que sur l'ensemble de l'année 2017. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, mais non, uniquement si les conditions ou le coût de la dette reste raisonnable et si l'argent
qui arrive est investi de manière plus efficace afin de réduire les écarts infrastructurels qui ont été mentionnés par le précédent intervenant. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'au-delà du niveau de la dette qui s'accentue en Afrique, et on en avait déjà discuté au mois d'avril, eh bien, il faut se concentrer sur les méga tendances, à savoir ce changement de composition. La dette n'est plus tirée par les préconcessionnels du Club de Paris. On a une recomposition vers le secteur privé, des dettes à conditions non concessionnelles, et puis on voit arriver des bailleurs non traditionnels qui ralourdissent le poids de la dette. Cette modification de la composition de la dette nous expose à de nouveaux risques, des risques que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, en tout cas peut-être pas, d'aborder et de gérer. Alors les investissements ont une échéance plus courte, sont plus volatiles et comportent donc un élément de risque plus important. Nous devons nous réorganiser en tant que région pour gérer et atténuer ces risques d'une nouvelle manière. Il est important de mettre en place des réformes structurelles importantes dans le domaine de la finance. On a parlé également de capital humain et sur l'importance de ce capital humain pour la productivité et l'économie africaine. On a vu en début de cette semaine le lancement de l'indice de capital humain et il s'agit d'une mesure de la productivité et des conséquences de cette productivité sur la croissance économique. Et on voit qu'en termes d'indice de capital humain, l'Afrique enregistre des résultats assez mauvais. Alors que cela nous dit-il sur la productivité? Comment traduire ces chiffres en nouvelles politiques économiques? Et comment booster, stimuler la productivité sur le terrain? Gougou, je suis heureux que vous posiez cette question. Alors, on a là un message très fort. Les chiffres montrent que l'histoire du capital humain en Afrique est une histoire à double niveau, à double tranchant. C'est un petit peu la double peine, si vous voulez. On a à la fois un capital humain très faible, c'est ce que nous dit l'indice. Le capital, le stock est bas. Et double peine, ce faible capital est mal alloué, est mal affecté. Qu'est-ce que j'entends par là? Les politiques et les institutions en Afrique pilotent de mauvais choix professionnels pour notre main-d'œuvre. Par exemple, la plupart des talents en Afrique se concentre dans l'économie de rente et non dans l'économie d'entrepreneuriat. La plupart de nos actifs travaillent dans le secteur informel qui enregistre une faible productivité, alors que dans le secteur structuré formel, la productivité est plus élevée. Ceci nous amène à une situation où les jeunes, y compris les jeunes instruits, utilisent mal leurs compétences et leurs talents. Il est important de noter que ces politiques créent une corrélation entre mauvaise répartition des talents et faible productivité, comme on le voit à l'écran. Il est essentiel de nous intéresser à cette question de stock de capital humain, mais par ailleurs, il faut l'utiliser de manière plus rationnelle pour améliorer la productivité. Les politiques et réglementations du marché du travail en Afrique limitent les mouvements, les déplacements, les évolutions entre sociétés à faible productivité et sociétés à grande productivité. Il est difficile de passer d'un secteur à l'autre. Nous devons donc investir plus dans le capital humain, mais le faire de manière plus intelligente. Alors, comment y parvenir? Nous avons ici des décideurs, des politiques qui
ont des outils, ont le pouvoir de faire changer les choses. Alors que pouvons-nous faire pour améliorer la productivité du capital humain et faire en sorte que nos économies soient plus compétitives? Alors Gougou, nous avons 4 leviers d'action. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, nous devons rationaliser les dépenses publiques dans l'éducation et la santé. Nous n'allouons pas assez de ressources dans ces 2 secteurs, c'est un aspect. Mais l'autre aspect plus important, c'est que les ressources allouées à ces secteurs sont mal utilisées. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. Alors, si l'on s'intéresse aux résultats sanitaires, prenons le Mali et le Cameroun, mon pays. Ces 2 pays investissent 0,8% de leur PIB dans le secteur de la santé. C'est certes un chiffre très bas, mais on voit que les chiffres de la mortalité maternelle sont très différents. Et la mortalité maternelle est 2 fois supérieure au Cameroun qu'au Mali, ce qui nous montre bien que les ressources ne sont pas utilisées de la même manière. Retard de croissance, les chiffres là aussi sont parlants. Les dépenses publiques dans le secteur de la santé en Ouganda et au Sénégal se chiffrent à 1,25% du PIB pour ces 2 pays. Or, le taux de retard de croissance est de 21% au Sénégal et de 34% en Ouganda. Là aussi, cela nous montre quelle est l'affectation et la manière d'utiliser les ressources. La manière d'utiliser les ressources est donc aussi important, voire plus important que les montants investis. Deuxième point important, deuxième levier d'action pour nos pays, eh bien, il faut approfondir les réformes afin d'améliorer le climat d'investissement, de promouvoir une croissance pilotée par le secteur privé et promouvoir la diversification économique. C'est le meilleur pari à prendre aujourd'hui si nous voulons accroître la résilience aux nouveaux risques, créer de nouveaux emplois et des emplois à forte productivité. Troisième levier d'action, et c'est un levier particulièrement important, nous devons repenser et refondre nos contrats sociaux. Qu'entend-on par là? Pourquoi nos sociétés versent si facilement dans l'autocomplaisance lorsque l'on obtient des équilibres à bas niveau, où l'économie de rente est plus importante, ou en tout cas plus appréciée, que l'économie d'entrepreneuriat? Pourquoi se contente-t-on de ce faible équilibre? Dans certains pays, les financements à destination du capital humain sont alimentés par les bailleurs extérieurs. Pourquoi acceptons-nous cette situation? Estimons-nous que les étrangers accordent plus d'attention à la santé et à l'avenir de nos enfants que nous-mêmes? C'est une question importante que nous devons nous poser. Enfin, quatrième levier d'action, c'est une question que je vous pose. Je pense que nous devons arrêter de parler des secteurs à capital humain comme des secteurs sociaux. Qu'y a-t-il de social dans l'investissement, dans l'avenir de nos populations? Je pense que l'investissement dans le capital humain, c'est non seulement une bonne stratégie économique, mais c'est surtout une économie intelligente. Économie intelligente, ce sont 2 mots-clés que nous devons garder à l'esprit. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et poursuivre notre discussion avec les autres intervenants et le public ici en salle. Merci, Monsieur Zofak. Je vais à présent vous présenter les intervenants de cette table ronde, ce groupe de discussion ce matin. Et
nous pourrons obtenir leurs éclairages sur l'investissement, la croissance, l'investissement dans le capital humain et les mesures qu'il faut prendre pour faire évoluer la situation en Afrique. Alors, j'invite Madame Kani Diallo, ministre du Plan et de la Coopération internationale de Guinée. Monsieur Hafez Ghanem, vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. Monsieur Abdiraham Duale Bele, ministre des Finances de la Somalie. Et Madame Yvonne Mbourou, fondatrice et PDG de Nexaki. Merci à tous. Prenez place. Nous allons poursuivre cette conversation essentielle sur fond du contexte qui a été posé par M. Zofak et M. Ghanem. Alors pour ce qui est des chiffres du rapport, mais aussi ceux qui ont été cités au cours des deux introductions liminaires, alors nous allons réfléchir à l'implication du secteur privé, aux mesures que peuvent prendre les décideurs. Alors il semble qu'il faut une approche à plusieurs étapes. Nous ne pouvons travailler de manière cloisonnée. Il faut faire preuve de plus de créativité, d'innovation. Comment y parvenir ? Tout d'abord, nous devons définir, diagnostiquer le problème pour fixer des objectifs. Comme Albert l'a très bien dit, nous avons un gros problème avec l'indice de capital humain. Qui tire à la baisse le potentiel de croissance de la région. Comme il l'a souligné, l'éducation et la santé ne sont pas des secteurs mous de l'économie. Ce sont des piliers, des moteurs. Nous avons besoin de fixer des objectifs précis pour améliorer le capital humain. Ça, c'est un point. Alors, comment amener ces améliorations? Je vais vous donner un exemple réel. J'ai visité des hôpitaux à Benjaville, en marge, dans la périphérie d'Abidjan. Et le taux de mortalité y est parmi les plus élevés, 2 fois plus supérieur à ce que l'on retrouve dans d'autres villes. Au cours des 12 derniers mois, aucun décès maternel n'a été enregistré. Et je leur ai demandé comment y êtes-vous parvenus. Eh bien, ils ont mis en place une politique double, plus de financement, plus de ressources, mais aussi une meilleure utilisation de ces ressources, une meilleure gestion des ressources. Et ils sont parvenus à un accord avec le ministère de la Santé sur la manière d'utiliser les ressources. Le ministère a investi davantage et l'hôpital était comptable de son action, devait rendre compte des résultats obtenus. Dans le même temps, l'hôpital a créé un comité où siège un grand nombre de représentants des utilisateurs, médecins et direction des hôpitaux pour obtenir un comité de la transparence. Donc on a plusieurs éléments importants, transparence, redevabilité et implication des utilisateurs. De cette manière, on obtient d'excellents résultats en mettant à profit les ressources disponibles. Autour de l'hôpital, les communautés étaient particulièrement fières. Ils disaient, on a accès à un hôpital 5 étoiles. Donc là, on a 2 éléments clés, redevabilité, fierté des résultats, appropriation. Comme vous le savez, il y a énormément d'économies différentes en Afrique, avec des caractéristiques très différentes. En Somalie, des gros problèmes ont été rencontrés ces dernières années
Et c'est un contributeur important à l'économie régionale. On a entendu parler de l'économie intelligente, de la complexification des réformes, en tout cas le fait d'aller plus loin dans les réformes. Comment gérer ce défi, Monsieur le ministre, en tant que ministre des Finances? Comment gérer des ressources dans des économies aussi diverses? Merci de me donner la possibilité de participer à cette table ronde. Merci, Monsieur le Vice-président. Je pense que c'est un sujet d'importance cruciale qui nous occupe aujourd'hui, la contribution du capital humain au développement. Comme l'a dit le vice-président dans son résumé d'introduction, aucun pays ne peut se développer sans mettre en valeur son capital humain. Pour ce qui est de la Somalie, l'Afrique est riche en ressources. Nous avons un fort capital humain. Et oui, le macaron nous dit « l'Afrique peut, Africa can ». Mais c'est quelque chose qu'on dit depuis 50 ans. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est la suivante. Pourquoi l'Afrique n'a pas su faire ce que tout le monde ailleurs a fait? Nous avons les ressources matérielles, nous avons du pétrole, nous avons d'autres ressources, nous avons une population très jeune. En Somalie, 75% de la population a moins de 30 ans. Or, nous restons tributaires de l'intervention extérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avons-nous pas pu passer ce cap? Et je pense que la solution, l'équation, tient à la gestion des ressources. Une gestion transparente, alignée sur les règles et réglementations en vigueur. En ce qui concerne maintenant le capital humain, c'est un thème majeur qui me tient particulièrement à cœur, même si je ne suis pas spécialiste du domaine, à moins que nous mettions l'accent sur ce point et que nous ayons une approche plus globale, former nos enseignants, leur donner un salaire supérieur, motiver les futurs enseignants, recruter des personnes formées, qualifiées. Eh bien, nous devons en faire davantage dans ce domaine. Nous devons accorder à l'éducation la place qui lui revient. Et nous devons définir les critères qui nous amènent à recruter les bonnes personnes. La corruption est un facteur omniprésent qui change la donne partout. Pour revenir à la Somalie est un cas particulier. Nous avons connu d'importants problèmes ces 27 dernières années. Nous nous sommes réveillés, nous sommes aujourd'hui conscients de la situation. Avec l'aide de la communauté internationale, nous tentons d'utiliser nos ressources en capital humain. Et les femmes en Somalie sont le poumon du pays. Ce sont elles qui tiennent l'économie. Nous tentons de trouver des fonds pour investir dans l'éducation. Et c'est la première fois qu'il y a dans le budget un poste aussi clair pour l'éducation et la santé. Nous devons mettre l'accent sur ces secteurs, mais en raison d'un déficit de ressources, et c'est une situation qui a été compliquée pour nous. Eh bien, il n'y a pas seulement les défis, mais il y a aussi du potentiel. Est-ce que cette situation particulière de la Somalie, les fragilités, l'attentat il y a un an, etc., est-ce que ceci ne vous donne pas plus de chances d'avoir des échanges avec les bailleurs de fonds? Est-ce que vous travaillez avec le secteur privé? Quels sont les nouveaux partenariats que vous essayez de mettre en place?
Eh bien, je pense que ce que nous avons bien réussi, c'est d'avoir l'implication de l'opinion publique. Il y a des discussions, tout le monde participe, tout le monde contribue à l'élaboration du budget. Il y a aussi le processus de mobilisation de recettes qui a bien fonctionné et qui a bien aidé. Je pense que nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'instaurer une certaine confiance dans la population pour que la population se sente à l'aise pour nous confier leurs ressources, pas seulement au niveau national, mais aussi sur la scène internationale. Et avec cette confiance, nous commençons à voir les résultats avec des ressources qui affluent. Alors, Monsieur le ministre, en tant que dirigeant de l'État, quelles sont les communications, les échanges que vous avez avec les parties prenantes dans différents secteurs? Commencer par remercier la Banque mondiale pour m'avoir invité pour ce panel et surtout pour avoir organisé ce panel qui porte sur le capital humain. Et l'approche nouvelle de la banque, c'est de mettre ce facteur comme élément de retombée économique. Donc c'est une approche tout à fait nouvelle. Mais je voudrais commencer par dire que quand on voit les chiffres de l'index du capital humain élaboré par la Banque mondiale, on doit se sentir en tant que dirigeant du continent, en fait, équipe dirigeante, comme un échec. Parce que rien n'explique qu'on ait autant de potentiel sur le continent et qu'on soit à ce niveau de développement, surtout du développement du capital humain. Et je pense que c'est une responsabilité commune entre la banque et nous, et qui constitue un défi majeur de recentrer tous nos efforts dans le développement du capital humain. Pour un pays comme la Guinée, où nous avons un potentiel important, pendant de longues années, on n'a pas investi dans le capital humain en tant que facteur de production. Mais l'espoir, c'est que, compte tenu de ce constat, nous avons posé le problème comme il doit être posé, c'est-à-dire sur le prisme de la fragilité. Et si on analyse bien, on constate que l'ensemble de ces pays qui ont un niveau très bas de développement du capital humain sont caractérisés par la fragilité. La fragilité en termes d'environnement que nous connaissons pour un pays comme la Guinée, où il y a eu des crises répétitives, tensions sociales, crise Ebola, mais fragilité aussi dans la gestion des ressources. Et donc, je pense que si nous devons centrer l'effort, ce sera d'abord par commencer par réduire cette fragilité-là. C'est pour ça que nous avons commencé dans le cadre du Plan national de développement économique et social 2016-2020 par faire un constat de l'état de la fragilité du pays. Et ce constat nous a amené à faire une stratégie de piliers d'intervention dans des domaines très spécifiques. On a commencé d'abord par la gouvernance, la bonne gouvernance, la bonne allocation des ressources de l'État, parce que dans un pays où il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de besoins, tout est urgent, il faut avoir une approche beaucoup plus rationnelle dans l'allocation des ressources dans les secteurs clés. Et cela, s'assurer que les investissements génèrent suffisamment de ressources pour pouvoir amener un développement économique durable. À cela, nous avons ajouté un pilier qui est le capital humain. Et cela consiste à faire d'abord une évaluation de la situation, investir dans la santé maternelle et infantile, investir dans le planning familial, investir dans des infrastructures qui peuvent générer suffisamment d'emplois pour les jeunes et s'assurer que la formation des jeunes est en adéquation avec le besoin économique du pays. Et je pense que pour les pays, en tout cas du Sahel, l'un des grands défis, c'est de faire en sorte de maintenir nos jeunes sur le continent au lieu qu'ils aillent mourir dans la Méditerranée. Donc,
c'est un défi majeur. Et j'aimerais Sure. attirer l'attention de la Banque mondiale sur le fait que, compte tenu que l'indice est calculé sur la base de statistiques, si nous voulons avancer de façon efficace dans ce domaine-là, il faudrait investir suffisamment dans la statistique, dans l'élaboration des statistiques, surtout les statistiques sociales, dans l'accompagnement des pays, dans le renforcement des capacités dans ce domaine-là, pour que nous puissions avancer sur une base solide et avoir une réelle vision de la réalité de ces pays-là. Parce que je prends pour la Guinée, par exemple, l'indice du capital humain est de 0,37%. Donc, si on dit que c'est un chiffre réel, il faudrait qu'on s'assure qu'est-ce qui rentre dans le calcul de cet indice-là. Et aussi, je pense que la majeure partie des pays du Sahel est dans cette situation-là. Donc, c'est important que la banque et les pays travaillent ensemble dans le progrès, dans la mise en place de cette nouvelle approche, pour qu'on ne nous reproche pas demain de dire que nous avons fait comme un peu l'ajustement structurel. Perfect. I think a powerful note to leave it on, of course, with regard to the data, because that does... Oui, je crois que cette question de données est très importante parce qu'il faut avoir des renseignements qui nous permettent de savoir ce qu'il faut faire sur le terrain. J'espère que vous avez vu le niveau de parité homme-femme dans ce panel. 3-3. Et ceci est remarquable, surtout lorsqu'on parle de l'index de capital humain. Nous avons l'exemple du Mali qui donne la possibilité aux filles de continuer de suivre leur éducation avec les vélos pour se rendre à l'école. Alors, nous avons ici une femme remarquable qui contribue au développement de l'Afrique de l'étranger, Yvonne Mburu. On parle de données et d'industrialisation. Je crois que nous ne devons pas avoir peur d'utiliser la technologie pour développer le capital humain. Comment le faire et comment est-ce que votre organisation le fait? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Merci déjà de m'avoir invité. C'est vraiment très excitant pour moi d'être présent parce que le capital humain, c'est quelque chose dont je parle depuis plusieurs années. Vous avez raison, la technologie, c'est la clé aujourd'hui. Depuis plusieurs années, on a eu cette discussion un peu déprimante sur le capital humain, le besoin de sauter des étapes en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permet, par différents moyens, d'utiliser des talents comme nous n'avons pas pu le faire auparavant. Personnellement, je suis scientifique, je suis chercheur dans le domaine du cancer et je me suis demandé comment je pouvais utiliser mon talent, mes compétences pour aider mon pays, le Kenya, mais aussi faire en sorte que les recherches et les résultats de la recherche de l'Institut Curie puissent facilement être disponibles sur le continent. Je me suis rendu compte qu'il fallait en fait une structure qui permette de faire le lien entre les Africains de la diaspora, qui font des choses remarquables à l'étranger, et les Africains sur le continent, qui eux aussi font des choses remarquables, mais n'ont pas toujours l'infrastructure, le financement ou la possibilité simplement de faire partie d'un groupe important de recherche et ainsi rendre visible le résultat de leur travail. Donc, j'ai créé Nexakili, qui est en fait un réseau de professionnels africains sur le continent, dans la diaspora, des ingénieurs, des scientifiques, des experts de la technologie, des médecins. Nous voulons tous accélérer l'arrivée des technologies innovatrices sur le continent. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez faire partie de cette plateforme. C'est important pour 3 raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a un déséquilibre énorme dans la distribution des ressources humaines, du capital humain. Pour la santé et les sciences, ce déséquilibre est même injuste. Alors, on parle de la fuite de cerveau du continent africain. Vous avez des professionnels africains qui vont à l'étranger, se forment et finissent par travailler dans ces mêmes pays. Et il devient très, très difficile pour
eux, de revenir dans leur pays d'origine parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, de financement, etc., pour poursuivre le travail. Donc, ce déséquilibre existe, certes. Mais de l'autre côté, dans les pays africains, il y a un besoin énorme de scientifiques, de médecins. La recommandation de l'OMC, c'est un médecin pour 1000 habitants. Dans la plupart des pays, nous sommes loin de ce ratio. Mais comment y arriver? J'ai vu des données qui semblent indiquer qu'il y a plus de médecins ghanéens aux États-Unis qu'au Ghana, plus de médecins du Malawi au Royaume-Uni qu'au Malawi, plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Et cela me choque. Et je dis, si c'est vrai, qui sont ces personnes? Où se trouvent-elles? Quelles sont leurs compétences? Et en termes d'élaboration de politique, il est important d'avoir ces informations. Et derrière, cela fait partie de ce que nous faisons, d'essayer de vérifier l'exactitude de ces informations. Comment avoir accès à ces personnes? Faire en sorte que ces personnes puissent contribuer au développement de leur pays et voire même revenir. Autre aspect, en moyenne, nous disons que l'Afrique contribue 2% aux résultats scientifiques mondiaux. 2%. Bien évidemment, ce n'est pas très important. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont on mesure cela, mais bon, on dit que l'Afrique contribue 2% aux résultats scientifiques. Si nous voulons mettre en place des économies basées sur la connaissance pour atteindre la richesse, nous devons développer notre travail scientifique. Des recherches montrent que les citations en matière scientifique est très biaisée. Si vous êtes scientifique et vous publiez quelque chose et ensuite cette publication est citée par d'autres, c'est ce qui donne de l'importance à votre travail et aux résultats de vos travaux. Et apparemment, il y a des biais. Les Américains ont tendance à citer des Américains, les Français ont tendance à citer des Français, les Chinois citent les Chinois, mais les Africains ne citent pas les Africains. Et donc, cela veut dire qu'on reste, encore une fois, dans un cycle vicieux et on ne sait pas ce qui se passe dans notre propre contexte en matière de recherche. Nous ne pouvons pas utiliser nos outils pour avancer dans nos recherches. Donc, ce que j'ai fait dans cette plateforme, c'est d'essayer qui existe où, qui fait quoi et où. Mobilisons les gens et essayons d'avoir des collaborations et rendre plus accessibles ces recherches. Alors, je voudrais donner la parole dans un instant aux participants, mais j'ai deux questions avant pour Madame la ministre Diallo et vous, Madame Bourou. Vous avez parlé de la diaspora, les Africains dans la diaspora. Nous savons que nous avons besoin d'attirer ces talents à nouveau dans leur pays. Mais comment le faire? Quelles sont les incitations? Surtout en sachant que dans la plupart de nos pays, le secteur informel est celui qui emploie le plus de personnes. Alors, pour quelqu'un qui arrive du Royaume-Uni ou une économie plus développée, comment intégrer le secteur informel? Cela semble incompatible. Comment faire en sorte de renforcer la productivité de ce secteur et comment mettre en place les politiques, les instruments qui permettent aux membres de la diaspora de revenir. Madame Diallo, je vais vous donner d'abord la parole. La meilleure façon de maintenir, en tout cas, nos jeunes sur le continent, c'est d'abord leur donner l'espoir. Et comment on donne l'espoir? En faisant en sorte que les politiques mises en place par le gouvernement donnent cet espoir-là. Et il faut commencer par où? Il faut commencer par, justement, la gouvernance. Il faut démontrer aux gens qu'en mettant en place des mesures adéquates, on peut arriver à des solutions où tout le monde aura un espoir à vivre dans le pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir une approche intégrée de ce problème-là. Il ne suffit pas, par exemple, de former les gens. Il faut s'assurer qu'une fois qu'ils sont formés, ils ont l'opportunité de travailler. Et opportunité de travailler et construire une vie. Il faut aussi s'assurer que les enfants qui naissent ont la possibilité d'avoir la chance de survie
dans sa première période de vie. Après la période de survie, il faudrait s'assurer que ces enfants-là reçoivent une bonne éducation et leur assurer une nutrition adéquate pour leur permettre de se développer. Sure. Et après cela, il faut faire en sorte que la politique qu'on met en place pour justement former les jeunes tient compte de beaucoup d'aspects. Premièrement, pour un pays comme la Guinée, pendant longtemps, on n'a pas investi suffisamment dans l'éducation. Donc, il faut s'assurer que ce nombre de personnes qui sont là, qui n'ont pas reçu une bonne formation, on s'assure qu'on les intègre dans le processus économique en leur donnant la possibilité d'être formés et d'être utiles aux besoins du développement du pays. And that is something that, as a government, you're committed to. Exactly. Ce sont ces éléments-là qu'on a introduits dans l'élaboration du programme national de développement économique. Fantastic. I'd like your colleagues to also respond, Dr. Ganem, and then we'll come to Dr. Zufek. Yes, Dr Ganem, j'aimerais revenir plus précisément sur la question des chercheurs africains de la diaspora, la manière de les faire revenir sur le continent. Alors, la question importante est de savoir dans quelle structure allons-nous les accueillir. S'ils reviennent sur le continent, auront-ils les moyens de mener les mêmes recherches, les mêmes travaux que ce qu'ils feraient à l'étranger? Et nous sommes prêts à appuyer la mise en place de centres d'excellence, de pôles d'excellence à travers les pays. Il est difficile pour un pays de créer seul une faculté de médecine, un institut de physique et toute une série de centres de formation de pointe. Par contre, si l'on mutualise les ressources à l'échelle du continent africain, nous pouvons obtenir plusieurs résultats. Alors, ramener les scientifiques africains sur le continent africain pour travailler dans ces centres, et nous pouvons aussi, dans le même temps, former des jeunes sur le continent. Monsieur Zofak, c'est un point très intéressant. Madame Mburu me redonne espoir. Pourquoi? Pour véritablement faire la différence dans le renforcement du capital humain et ramener la diaspora africaine, nous avons besoin de mettre à profit la technologie. C'est ce qu'elle fait. Mettre à profit la technologie pour que chaque Africain, où qu'il se trouve à l'échelle de la planète, puisse participer à cette équation. La technologie élargit le champ des possibles et modifie la nature du débat. Il ne s'agit plus de ramener les gens sur le continent, il s'agit plutôt de leur permettre de contribuer à la solution où qu'ils se trouvent. Nos gouvernements devraient profiter de cette plateforme parce que ce que fait Madame Mburu, c'est ce que devrait faire chacun de nos gouvernements, à savoir fédérer les cerveaux au sein d'une plateforme, une cartographie de toutes les compétences, de tout le savoir-faire qui se trouve sur le terrain. Ça, c'est le point que je voulais faire. Deuxième point, et au risque de me répéter, et au risque de vous ennuyer quelque peu, si nous voulons résoudre cette question, nous devons faire en sorte que nos sociétés s'organisent pour investir davantage dans notre capital humain et aussi pour qu'elles investissent mieux et de manière plus rationnelle. Si nous parvenons à cela, nous régleront dans le même temps les questions infrastructurelles qui empêchent la diaspora de revenir sur le continent. Troisième point, le secteur privé, entrepreneuriat. Lorsque l'on parle de capital humain, il ne s'agit pas seulement de créer du nouveau capital humain, il s'agit aussi de libérer le potentiel du capital humain existant qui n'est pas utilisé de manière rationnelle. Si nous
promouvons l'entrepreneuriat, nous permettons à cet entrepreneuriat, y compris parmi les jeunes, de prospérer, nous verrons que la révolution numérique suivra et que cela modifiera complètement la donne. Monsieur Doualébélé, les Africains qui ont quitté le continent pour se rendre ailleurs se sont établis ailleurs. Il n'est donc pas facile et automatique de leur demander de rentrer à la maison. Plus ils restent longtemps à l'étranger, plus ils y ont des enfants, plus ils s'établissent ailleurs, plus il est difficile de les rapatrier. Et je pense qu'il faut réfléchir à toutes les catégories possibles. Alors, il y a des juristes, des médecins. Chez nous, c'est surtout des hommes d'affaires qui s'expatrient. Et je pense que nous devons prendre des mesures pour faciliter le retour de ceux qui souhaitent revenir. Nous avons besoin de règles, de réglementations qui permettront à ces personnes de participer à l'économie, au tissu entrepreneurial local, que ce soit dans le cadre d'écoles, en tant qu'enseignants ou dans d'autres structures. Et nous avons besoin de départements au sein des ministères des Affaires étrangères et du Commerce pour faciliter les formalités de toutes ces personnes qui veulent rentrer. Aider ces personnes, leurs enfants, à apprendre la langue locale, par exemple, pour mieux s'intégrer. La diaspora somalienne a une contribution de 3 milliards de dollars par an. Compte tenu des événements des 25 dernières années, énormément de Somaliens sont partis, ont monté des entreprises à l'étranger et transfèrent de l'argent aux Somaliens. En Somalie, il n'y a pas une seule personne qui ne bénéficie pas de ces transferts d'argent. Madame Mburu, vous voulez aussi compléter, rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Les frontières géographiques n'existent plus à l'ère des technologies modernes. Aujourd'hui, il faut déterminer la manière d'utiliser au mieux cette circulation mondiale du savoir pour que le continent africain raccroche cette locomotive de savoir. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Australie avec, par exemple, la télémédecine. Nous pouvons importer ces modes d'action pour que un médecin malien dans la capitale puisse soigner quelqu'un dans les communautés locales. Investissons dans les technologies, dans les infrastructures qui permettent de reconnecter les gens et c'est ça qui changera la donne dans ce secteur et dans d'autres. J'aimerais aussi revenir sur la question de l'égalité des sexes et sur la participation des femmes dans les secteurs scientifiques. Il est très encourageant de voir que de nombreux programmes sont créés pour faire venir les femmes dans les STEAM et dans les programmes scientifiques. Il est très important de faire en sorte que chaque fille soit convaincue qu'elle peut exceller dans les secteurs scientifiques. Chaque fille peut devenir chef de file dans un secteur scientifique et l'Afrique peut incarner ce défi et faire en sorte que les filles ont accès à l'éducation qui leur permet d'exploiter leur créativité, une créativité qui est déjà ancrée dans le continent. Ensuite, les chercheuses, les médecins, femmes, doivent être plus visibles en Afrique et à l'échelle mondiale. Je pense notamment au prix Nobel kenyan. C'est très important d'avoir cette visibilité et de voir au niveau de la communauté scientifique, de voir que ce capital, ce savoir existe aussi en Afrique. C'est ça qui permettra de changer les choses, d'améliorer l'avenir scientifique du continent africain. Alors oui, il n'y a pas que les laborantins, cette image de la blouse blanche, il y a toute une autre panoplie de savoirs scientifiques à exploiter. Alors très brièvement, nous allons permettre quelques questions. Je vois un monsieur au premier rang et une autre question dans le fond de la salle. Je vais vous demander de venir parler au micro. Je vais vous demander d'être concis car nous sommes quelque peu en retard.
m'appelle Elma Price de Alliance News. Pour ce qui est des chiffres cachés et de la dispersion des savoirs, alors, en termes d'afflux de capitaux, est-ce que les transferts d'argent, comme on l'a entendu pour la Somalie, vous nous avez dit que chaque ménage reçoit de l'argent de l'étranger, est-ce que ces transferts d'argent de la diaspora sont inclus dans le calcul des afflux, des arrivées de financement sur le continent? Puis, comme on l'a vu en Tanzanie ou dans d'autres pays africains, le secteur informel n'est pas toujours pris en compte dans les chiffres. Est-ce que c'est le cas ailleurs? Quant aux mesures du PIB, est-ce que vous prenez la production ou les chiffres des dépenses? Pour l'Afrique du Sud, on a 0,6% du côté de la production. Si l'on prend les dépenses, le PIB grimpe à 1,2%. Alors votre chiffre établi à 0,8%, est-ce que vous vous basez sur le 0,6 ou le 1,2% que je viens de citer? Merci. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir au micro? Merci à tous. Alors, compte tenu de l'importance de la diaspora, quelles sont les mesures d'incitation que les pouvoirs publics africains peuvent mettre en place pour convaincre la diaspora de revenir au pays? Est-ce que vous posez cette question en particulier à une personne? Oui, Dr Moubin et Zoufek. J'ai une autre question pour l'ensemble des panélistes. En ce qui concerne les capacités humaines, tout part du leadership au sein des pays. Alors comment amener les cadres africains à comprendre le capital humain, c'est les enjeux du capital humain, et à élaborer des stratégies correspondantes? Merci, monsieur. Je vais vous demander d'être concis. Tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants. Sur la question du capital humain, on a un problème, un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui doit être résolu par les Africains. Le ministre somalien a tout à fait raison. Je pense que les structures d'incitation, en particulier dans le secteur de l'éducation, ne sont pas suffisantes. Par exemple, si vous obtenez un diplôme d'une université africaine, vous avez deux possibilités, la fonction publique ou l'enseignement. Si vous entrez dans la fonction publique, 10 ans plus tard, vous vous rendrez compte que votre pouvoir d'achat est 10 fois supérieur à celui d'un enseignant. En d'autres termes, nous n'incitons pas cette personne diplômée à enseigner. C'est là un cercle vicieux et cela a d'autres implications. Les meilleurs étudiants ne seront pas attirés dans nos universités. Pour vous inscrire à l'université de Gambie, vous devez avoir 5 crédits. Alors que dans d'autres, 4 crédits suffisent. Ceci signifie donc que l'on tire à la baisse, on nivelle par le bas le niveau, la qualité de l'enseignement. Merci pour ces questions. Je voudrais commencer par demander les réponses à la première question, les contributions des transferts aux économies et le calcul du secteur du PIB. Merci pour ces questions. Ce sont de très bonnes questions. Je vais commencer avec le commerce transfrontalier informel. C'est un aspect très important et c'est un domaine où nous avons beaucoup de mal à saisir la réalité de ce qui se passe. Nous venons de mener une étude en Afrique centrale où nous avons documenté le commerce transfrontalier informel entre le Nigeria et le Cameroun, le Nigeria et le Bénin. Et donc, nous commençons à essayer d'identifier les contours de ce domaine. Mais cela revient à la question des statistiques dont Madame la ministre a parlé. Nous devons
renforcer nos systèmes de statistiques en Afrique pour que les données économiques soient des données précises et valables. Vous savez que il y a 3 ans, il était impossible dans la moitié des pays africains de calculer le PIB avec une année de référence de moins de 5 ans en arrière. Donc, nous devons investir pour mettre en place les jalons pour la comptabilité nationale qui prennent en compte pas seulement le secteur formel, mais également le secteur informel et ce genre de commerce dont vous avez parlé. Et l'une des idées qu'essaye de promouvoir M. Ghanem, c'est d'avoir un paquet commun de données de base pour chaque pays africain, pas seulement les comptes nationaux, mais également des informations sur l'économie numérique. On parle beaucoup de l'économie numérique et du secteur privé, mais on n'a pas toujours les instruments pour véritablement mesurer cette économie numérique. Les transferts, oui, les transferts font évidemment partie des flux de capitaux et ont beaucoup d'importance pour tous les pays, surtout les pays fragiles, mais pas assez significatifs pour avoir un impact sur les moyennes. Pour le PIB, nous utilisons l'aspect production pour pouvoir mesurer sur plusieurs pays. Donc, voilà la réponse. Pour ce qui concerne la diaspora, je crois que j'ai déjà répondu, mais je voudrais ajouter une chose. Pour que les pays puissent véritablement mobiliser leur diaspora, nous devons mettre en place un environnement propice, un environnement qui leur permette de se sentir bien intégrés. Nous avons certains pays où la diaspora n'est pas particulièrement impliquée, où l'on ne fait pas appel à la diaspora, même pour contribuer au développement du pays. Donc, il faut changer cela. Et puis, deuxièmement, il faut que tous se sentent impliqués. Dr. Ghanem, il y avait une question par rapport à la capacité des dirigeants africains eux-mêmes à contribuer au développement du capital humain. Est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, je vais y répondre et si vous me le permettez, je répondrai aux commentaires sur les salaires des enseignants. Pour ce qui concerne la capacité des dirigeants africains, eh bien, moi j'ai la chance de rencontrer un bon nombre de dirigeants africains et je dois dire de manière générale, je suis assez favorablement impressionné par les jeunes dirigeants que nous avons aujourd'hui sur le continent. Des dirigeants jeunes qui regorgent d'énergie et d'ambition. Et je crois qu'il y a une évolution dans le leadership africain. Il y a un changement de génération dont il faut saisir tout le potentiel qu'il offre. Les salaires des enseignants, eh bien, ce n'est pas un problème seulement de l'Afrique. Les enseignants sont mal payés dans le monde entier pour différentes raisons. Parce qu'il y a d'autres incitations, parce que les périodes de travail ne sont pas les mêmes que pour d'autres secteurs, etc. Mais il y a deux problèmes pour les enseignants en Afrique. Tout d'abord, qu'ils ne sont pas redevables pour les résultats de l'enseignement, et donc vous avez des taux d'absentéisme très, très élevés. Et on ne demande pas de compte aux enseignants et je crois que les choses doivent changer si on veut améliorer la qualité de l'enseignement. Et puis, nous avons aussi des exemples d'enseignants qui n'ont pas de qualification. Nous avons énormément d'enseignants qui n'ont pas de qualification. Bien évidemment, il faut former les enseignants, mais il faut du temps. Autre aspect de la formation des enseignants, il faut utiliser davantage les technologies. Aujourd'hui, on peut avoir un enseignement à distance pour les enseignants. On peut utiliser des cours de différentes académies à l'étranger. Nous avons des projets pilotes dans
des pays et cela permet de changer le rôle de l'enseignant. Plutôt que de venir faire un cours magistral, l'enseignant aide ses élèves à eux-mêmes apprendre grâce à la technologie. Évidemment, je ne suis pas contre l'augmentation des salaires des enseignants, mais je crois que ce n'est pas là la solution. Eh bien, je voudrais que l'on puisse avoir quelques remarques de conclusion de chacun des membres du panel. Donc, je vais commencer avec le ministre des Finances. On a parlé d'augmenter les allocations des ressources pour l'éducation et la santé. Comment le faire tout en respectant les allocations budgétaires de la Somalie? Merci. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, notre thème, c'est le capital humain, aspect très important pour le développement économique. Et l'un des aspects les plus importants, c'est l'éducation, suivi de la santé. Et je crois que la société doit valoriser l'éducation, doit comprendre la valeur de l'éducation et on doit accorder la valeur aux enseignants pour leur travail. Ils doivent être payés à un niveau approprié, même si ce n'est pas la seule solution. Pourquoi est-ce que les meilleurs élèves doivent aller à l'école de médecine et les autres à l'enseignement et autres? On décourage l'orientation des plus talentueux. Deuxièmement, lorsque les gens sortent de l'école, ils doivent être sûrs qu'ils peuvent poursuivre leurs études selon leur performance à l'école et non pas parce qu'ils connaissent quelqu'un. Oui, donc le ministère des Finances doit contribuer à ceci, à une certaine équité et bien évidemment allouer beaucoup plus de ressources à l'enseignement. Pour ces questions de transfert, lorsqu'on parle de transfert, on pense toujours à la Somalie, à cause de ce que je viens de dire, les 3 milliards qui arrivent chaque année et la diaspora qui revient contribuer à la reconstruction volontairement. Donc, notre responsabilité, c'est de mettre en place l'environnement propice et la sécurité fiscale fait partie de cela, les politiques appropriées. Madame Bourreau, en tant que jeune femme africaine qui travaille dans le domaine des technologies au niveau mondial, quel est le message que vous auriez pour des jeunes Africains qui suivent peut-être cette manifestation? Comment développer leur élan entrepreneurial? Eh bien, je pense que chaque personne doit regarder autour d'elle et essayer de voir ce qui manque dans leur environnement. Chaque personne peut mobiliser ses propres ressources, mais également ses propres compétences, mais également les compétences de ceux qui se trouvent autour. Nous devons avoir un dialogue avec les pouvoirs publics pour les sensibiliser sur ces questions. Je crois que les gouvernements peuvent contribuer en démantelant les obstacles. Aujourd'hui, si un médecin est formé en Allemagne et veut aller travailler au Kenya, il ne peut pas le faire simplement parce que les systèmes de formation ne sont pas les mêmes. Nous devons essayer de voir quelles sont les équivalences qui peuvent être mises en place pour nous permettre de facilement permettre aux médecins formés à l'étranger de venir travailler dans les pays. Même chose pour la recherche scientifique ou dans le domaine de l'entreprise, faire en sorte que l'on puisse s'intégrer plus facilement au retour dans le pays. Eh bien, voilà pour la conclusion. Merci à tous de votre participation, de contribution des membres du panel. Et bien évidemment, nous savons que les services de santé, l'enseignement et une approche multiple est ce qui est nécessaire pour s'attaquer à tous ces problèmes. Pas seulement la santé maternelle et infantile, mais la sécurité
la fragilité, tous ces facteurs qui ont eu un impact négatif sur les différents pays. J'espère que cette séance a été enrichissante. Bien évidemment, vous pouvez encore poursuivre les échanges avec des gens dans la salle en tant qu'afro-optimistes pour faire face aux défis du continent. Merci et nous avons une petite réception à l'extérieur. Je vous remercie.